Dans la bonne routine, nous recevons un invité de poids. Il s'agit d'un intelligent personnage qui a dédié sa vie au service du management. Il a coécrit le livre « Le maire à l'ère du renouveau de la décentralisation » qui parle du management des collectivités locales. Melvin Boakuetso est docteur PhD en droit et contentieux administratif. Il est consultant en management, notamment au sein du cabinet LAF Consulting, dont il est associé gérant. Bonjour docteur et bienvenue, comment ça va ? Ça va bien, Bonas. Bonjour et bonjour à vos millions d'auditeurs. C'est un vrai plaisir de te recevoir, surtout qu'on va aborder des sujets super intéressants concernant le management en général et le management des sociétés musicales, puisque les labels de musique, ce sont des entreprises qui sont appelées à exister, à gérer des problèmes au quotidien, bref, à survivre et à pouvoir se projeter sur l'avenir. Ça prend combien de temps pour devenir docteur au Cameroun ces derniers temps ? En principe, avec le système LMD, licence master doctorat, oui. Ça peut prendre environ 8 ans à quelqu'un pour quitter du bac au doctorat. 3 ans licence, 2 ans dans le cycle master et en principe 3 ans dans le cycle doctorat. Mais moi, j'ai des gens que j'ai rencontrés à l'université en 2006. Ils étaient déjà doctorants et qui ont dû attendre près de 8 ans encore plus tard avant de pouvoir avoir leur titre de docteur. Si le principe existe, c'est parce qu'il existe aussi des exceptions. On peut estimer que tu fais partie des chanceux. Bon, moi, j'ai pas eu mon doctorat en 8 ans. Ah, d'accord. Et il faut dire que le système LMD ne date pas d'aujourd'hui. C'est un système qui se met progressivement en place. Il faut déjà dire que certaines personnes ont effectivement obtenu leur doctorat en 8 ans. Il y a des exemples vivants, mais on ne peut pas dire que ce soit le cas pour tout le monde. C'est un système qui se met en place et il se met en place progressivement. Ça ne se fera pas en un jour, mais le principe, c'est 8 ans. Et les textes qui encadrent le système LMD eux-mêmes prévoient des dérogations de 2 ans de plus sur les 8 ans. Ça veut dire qu'en principe, on peut faire 10 ans et c'est toujours conforme au texte. Et donc, comme je le disais tout à l'heure en entame, le cabinet LAF Consulting organise régulièrement des ateliers sur le management des PME et des micro-projets comme celui qui arrive le 27 novembre prochain. Effectivement, le 27 novembre prochain, c'est la 3e édition du Forum sur le management des micro-projets, en abrégé FOMAMIP. C'est un espace de rencontre entre entrepreneurs et aspirants entrepreneurs pour discuter autour d'une thématique liée au management de projets. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est croissance des PME, leviers et enjeux. Donc, c'est l'occasion pour un entrepreneur non seulement de rencontrer d'autres entrepreneurs dans le cadre des rencontres B2B, de partager son expérience et de profiter de l'expérience des autres dans l'atelier réservé au partage d'expérience, mais aussi d'apprendre à travers le thème qui sera débattu. On va aborder les leviers de la croissance des entreprises, mais aussi les obstacles à la croissance, histoire de dire pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises, notamment selon les statistiques données par l'Institut national de la statistique, cette entreprise sur 10 généralement ne voit pas la 2e année d'existence au Cameroun. Donc il est question pour eux d'apprendre à entreprendre, d'apprendre des règles qui permettent de réussir ou d'échouer, mais également de faire des rencontres, de pouvoir présenter son business à d'autres entrepreneurs, à d'autres participants, de pouvoir agrandir son carnet d'adresses, de faire connaître son entreprise. Et lorsqu'on parle de management, ça intéresse beaucoup les gens de l'industrie de la musique et on va bien se rendre compte que autant pour les PME ou alors les TPE des autres domaines, dans le domaine de l'agro-industrie ou de la technologie ou des simples services, le problème est le même dans le milieu de la musique, puisqu'on est sur Suite FM, c'est la radio des artistes. Qu'est-ce qu'il faut pour une entreprise, justement ? C'est quoi le know-how qu'il faut pour une entreprise jeune qui commence avec des petits moyens pour pouvoir survivre au bout de la 2e année ? Moi, je parlais de 3 ans, mais je pense qu'entre-temps, cette durée-là s'est rétrécie davantage. Aujourd'hui, les entreprises qui arrivent à tenir au-delà de 2 ans sont plutôt fortes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour une entreprise pour pouvoir survivre au-delà de cette période de viabilité ? Bon, disons que, comme vous l'avez si bien dit déjà d'entame, une entreprise qui œuvre dans le secteur musical, dans le showbiz, c'est à la base d'abord une entreprise. Une entreprise part d'une idée. Et vous allez donc comprendre que la suivi d'une entreprise dépend d'abord, premièrement, de comment est-ce que l'idée a été conçue.
Deuxièmement, de comment est-ce que l'idée a été implémentée et gérée par la suite. Je m'explique. Lorsqu'un entrepreneur a une idée, il entend créer une entreprise, il entend mettre sur pied un ensemble d'éléments parce qu'il veut résoudre un besoin. Dans le cadre de la musique, c'est le besoin de promouvoir un artiste. Ça veut dire qu'il y a une offre que le manager fait à l'artiste et il y a un plan de carrière en principe qui est censé permettre d'accompagner le développement de l'artiste. Maintenant, entre l'idée qu'on a à la base et la réalité qu'on va rencontrer sur le terrain, il peut y avoir plus ou moins des obstacles. Et la suivi de l'entreprise dépend donc de la capacité qu'a le manager de pouvoir surmonter les épreuves qu'il rencontre lors de l'implémentation du projet. Je vais peut-être ici soulever quelques petits points qui peuvent expliquer pourquoi beaucoup d'entreprises meurent. Et peut-être si on comprend pourquoi beaucoup d'entreprises meurent, on pourra comprendre à l'inverse, comment faire pour que les entreprises ne meurent plus. Il faut comprendre que derrière l'entreprise, c'est d'abord le manager, celui qui a la vision. Et vous allez réaliser donc que beaucoup d'entreprises meurent parce que celui qui est le promoteur n'a donc pas une vision certaine. Il ne sait pas où est-ce qu'il veut situer son entreprise. Dans 1 an, dans 3 ans, dans 5, voire 10 ans. Il doit avoir une vision à court, à moyen et à long terme du business. Et lorsque cette vision fait défaut, on est un peu en quelque sorte en train de naviguer à vue. Ça veut dire qu'on entreprend un certain nombre d'actions sans avoir planifié sur le long terme comment est-ce qu'on les intègre dans la stratégie globale de développement de l'artiste ou de l'industrie qui accompagne le show de l'artiste, si on peut le dire ainsi. Maintenant, le manager est un manager, ça veut dire qu'il doit gérer des ressources, il doit gérer une équipe. Au niveau de la gestion des ressources, très souvent, il y a un problème fondamental qui se pose. Vous allez réaliser que lorsqu'un manager a de l'argent au départ, on a très vite fait d'investir dans les locaux. On a très vite fait de prendre des locaux, on a payé 12 mois. Et 12 mois de locaux, 12 mois de loyer, généralement, c'est une sorte de ce que j'appelle souvent le calme avant la tempête. Quand on a déjà payé 12 mois de loyer, on est tranquille, on ne bosse plus forcément durement parce qu'on n'a pas la pression du bailleur. Peut-être on a même déjà payé la caution pour les factures. On n'a pas pensé comment est-ce qu'on va gérer l'industrie une fois que les 12 mois de loyer seront terminés. On a des ressources qu'on n'utilise pas de manière optimale parce que on prend peut-être un local qui coûte environ 200 000 francs par mois, alors qu'on aurait peut-être dû prendre un local de peut-être 100 000, 75 000, 50 000. Surtout que très souvent, on prend des locaux où ne travaillent en réalité que 2 ou 3 personnes. Donc, on aurait pu prendre un espace qui aurait été convenable pour ces personnes que de prendre tout un 3 pièces qui ne sert pas en réalité ou bien qui n'est pas utilisé au maximum de son importance. Autant mieux prendre des grands locaux, sous-louer, créer un espace de coworking, ça réduit les charges. Vous allez donc vous rendre compte que généralement, le manager ne fait pas une meilleure utilisation des fonds qu'il a. Mais quand je parle des fonds, je parle également des ressources humaines. Vous savez, quand vous lancez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, vous avez des personnes qui vous accompagnent. Et ces personnes qui vous accompagnent comptent sur vous pour vivre, comptent sur ce projet. Il est donc important dès le début d'avoir un plan qui va garantir la rémunération de ces personnes au-delà des 2-3 années d'existence. Vous imaginez bien que lorsqu'on se lance dans un entrepreneuriat, on est conscient que les choses peuvent ne pas bien marcher dès le départ. On peut se dire, voici dans le business plan, on prévoit des revenus peut-être, disons comme ça, annuels de peut-être 4-5 millions. Et sur le terrain, on se rend compte qu'on n'en produit même pas un, ou bien on n'en produit pas deux. Quand ça réussit, 5-6 millions, c'est-à-dire lorsqu'on traverse les prévisions, c'est exceptionnel. Mais dans la majorité des cas, le porteur de projet n'a pas forcément tout planifié. Et il se rend compte sur le terrain donc que les personnes qui l'accompagnent, qui étaient très motivées au départ, ne le sont plus. Imaginez-vous une industrie artistique. Il faut peut-être un infographe, il faut un graphiste, il faut peut-être quelqu'un qui va gérer la communication, quelqu'un qui va gérer l'aspect marketing, il faut peut-être quelqu'un qui gère la logistique, il faut un ensemble de personnes. Mais ces personnes doivent vivre au quotidien, doivent s'habiller pour venir au travail, doivent manger, doivent se vêtir, doivent se déplacer, doivent se soigner s'ils sont malades. Si donc l'activité n'est pas
ne génèrent pas de revenus, il faut qu'elles vivent au quotidien. Comment elles le font? Malgré toute la détermination, vous vous rendez compte que dans la majorité des cas, les personnes qui ont accompagné le porteur de projet au départ vont le lâcher d'ici la fin d'année. Surtout que dans cette fin d'année, il y a le bailleur à qui il faut donner de l'argent et on n'a plus la forte somme d'argent qu'on avait au départ. C'est vrai. Et ce qu'il faut en plus considérer au-delà de tout ça, c'est que dans le domaine de la musique, vu qu'on parle d'art, l'argent ne doit provenir que de ce que génère l'artiste, qui est le produit au centre. C'est-à-dire que toute l'équipe gravite autour de l'artiste. Bien et donc la survie de toute cette équipe-là, leur salaire, ainsi de suite, ne devrait en principe provenir en termes de revenus que de ce que peut générer l'activité autour de l'artiste en fait. Surtout que c'est l'artiste qui est au centre du business. Voilà. C'est l'artiste qui crée. C'est l'artiste qui crée toute l'émulation qui va générer des sous. Or, vous savez qu'on fonctionne un peu dans... L'art est un peu imprévisible. Même pas un peu. L'art est fortement imprévisible. Vous avez des artistes qui sortent leur premier single et c'est une très grande réussite. Ils font un flop sur le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Vous avez par contre des personnes quand même qui réussissent à avoir un certain niveau. Ils parviennent à rester au haut niveau pendant un certain nombre d'années. Bon, maintenant, vous avez en même temps... vous pouvez traverser un moment où on a beaucoup d'argent et s'il est mal géré, on ne pourra pas gérer les autres moments. On peut toujours se dire, bon, on a réussi un premier tube, ça a donné, on a été invité, on a réussi un deuxième tube, pourquoi on ne réussirait pas les autres? Et on fait donc de fausses prévisions. C'est à ce moment que joue non seulement la stratégie, mais aussi l'expérience. Parce que c'est un problème qui revient un peu tout le temps. On a des managers qui n'ont pas forcément une bonne connaissance des réalités du monde artistique. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui voient le domaine artistique de l'extérieur peuvent se dire, par exemple, que ce sont les vues sur YouTube qui payent l'artiste. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Pour que les vues sur YouTube payent correctement, il faut un certain nombre assez considérable. Les gens ne savent pas, par exemple, que c'est beaucoup plus sur les événements où l'artiste se produit, comme dans les concerts, comme dans les spectacles, comme dans les invitations, qu'on peut avoir de l'argent. Les gens ne savent pas qu'au-delà des simples tubes et autres, il y a d'autres sources annexes de revenus. Par exemple, il y a des gens qui veulent qu'un artiste souhaite un joyeux anniversaire. C'est des petites miettes, on va le dire, mais c'est aussi des sources de revenus. Lorsque l'équipe qui encadre l'artiste n'a pas vu comment diversifier les sources de revenus et ne se focalise que sur un aspect qui n'est pas forcément le bon, mais vous comprenez que l'entreprise était mortenée. Or, il faut souvent, pour certains artistes, surtout pour le producteur, 2, 3, 4 ans avant que l'artiste se développe pleinement pour qu'il puisse rentrer en possession de leurs gains. Il m'est arrivé, dans le cadre de mes activités, d'encadrer récemment, d'accompagner un artiste qui voulait conclure un contrat avec une jeune maison, une maison de management artistique. Mais le problème s'est posé à un niveau, celui qui investissait ne voulait pas comprendre qu'il peut investir 5 millions sur un artiste et ne pas les récupérer immédiatement. Vraiment, il est important que ceux qui se lancent dans ce monde discutent, essayent d'aller vers les autres, essayent d'aller rencontrer d'autres personnes qui sont déjà là depuis, les anciens, parce qu'on n'invente pas la roue forcément, et ou bien prennent le temps d'observer, prennent le temps, c'est ce qu'on appelle le benchmarking, observer les meilleures pratiques pour voir comment les autres font pour rentabiliser sur le temps. Parce que lui, il voulait, par exemple, dans le cas d'espèce, mettre une somme d'argent assez consistante, mais voulait que dans les contrats, il ait une garantie de ce qu'il allait rapidement rentrer en possession de son investissement. Alors que nous sommes dans un domaine où on ne sait pas comment le public va réagir. C'est pas forcément la réussite d'un artiste ne répond pas toujours sur les critères purement objectifs. Donc, dans les échanges, il fallait lui faire comprendre que c'est un produit. Il y a une forte dimension aléatoire, mais il ne comprenait pas. Et à un moment donné, nous sommes arrivés à un niveau où nous lui avons fait comprendre que, en réalité, il serait bien pour lui de ne pas investir dans le milieu artistique. Parce que les investisseurs avertis savent c'est un risque. Et qui dit donc entrepreneur dit forcément prendre des risques. Et celui qui veut mettre de l'argent dans le showbiz, mais ne veut prendre aucun risque, n'est pas un entrepreneur du showbiz. Donc, si un entrepreneur se lance dans le monde du showbiz sans vouloir prendre de risque, ça va de soi
que forcément, il a 90% de chances de ne pas réussir. Il va dire le showbiz au Cameroun ne paye pas, mais en réalité, quelque part, peut-être c'est lui qui n'avait pas suffisamment compris l'industrie du showbiz. Docteur Melvin Boakuetso, qui est donc docteur PhD et qui est consultant en management et qui parle avec nous dans le Bonus Radio aujourd'hui de management d'entreprise en général et des entreprises musicales, en particulier des projets musicaux en particulier. Donc si je comprends bien, ce que LAF Consulting fait aussi au quotidien, c'est du conseil en investissement. Vous conseillez peut-être vos clients à comprendre les domaines dans lesquels il faut investir, parce qu'investir, c'est prendre des risques. Est-ce que ça fait partie de ce que vous faites au quotidien? Bien entendu, très souvent, généralement, aujourd'hui, l'entrepreneur le vent en poupe et chacun veut se lancer. Maintenant, ce sur quoi on insiste spécifiquement, c'est l'assistance dans le démarrage d'activité. C'est-à-dire essayer de faire d'abord un audit du projet, voir si les conditions qui garantissent la survie de l'entreprise pendant 2 voire 3 ans sont réunies. Est-ce qu'au niveau du système de management qui est mis en place, est-ce qu'il existe d'abord un système de management? De 2, quand ce système existe, est-ce qu'il est adapté au projet? Est-ce qu'il y a un plan de gestion optimale des ressources humaines? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une stratégie? Quel est le plan que le manager a prévu pour toute l'équipe qui l'accompagne? Est-ce que le manager a pris en compte toutes les implications que la création de son entreprise a? Vous savez, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs se disent que créer une entreprise se limite à aller au centre des formalités de création d'entreprise ou chez le notaire. Alors que lorsqu'on obtient le statut authentifié d'une entreprise ou le RCCM pour un établissement, il faut en plus aller ouvrir un dossier aux impôts. Il faut aller ensuite à la CNPS. Les gens se disent généralement la CNPS c'est quoi? Mais lorsqu'ils veulent par exemple souscrire pour un marché public, on leur demande ce qu'on appelle l'attestation pour soumission. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas ouvert leur entreprise depuis, pourtant ils ont démarré les activités et ils tombent sous le coup de redressement. Beaucoup de personnes se disent, moi je ne vais pas aux impôts. Mais il faudra, pour soumissionner à un appel d'offres, produire ce qu'on appelle l'attestation de non-redevance. C'est à ce moment qu'on se rend compte qu'on a besoin des impôts et qu'on a péché en les ignorant depuis 1, 2, voire 3 ans. Donc il est important que les managers se renseignent, s'informent, se fassent accompagner aux besoins ou dans leurs équipes au moins se battent à avoir les compétences qu'il faut pour connaître tout ce qu'implique la création d'une entreprise au Cameroun, afin de ne pas être tenu de payer 2, 3, 4, 5 fois plus qu'ils n'auraient payé si c'était venu au début, parce qu'il faut le dire, l'ouverture d'un dossier à CNPS est gratuit. Mais lorsqu'on vient ouvrir ce dossier 1, 2 ans après, on tombe sur le coup d'un redressement. Et ce que tu viens de dire, ça vaut aussi dans le domaine de la musique, parce que lorsqu'on lance une activité en tant que label en général, on gagne de l'argent sur des spectacles, on perçoit parfois de l'argent de main à main, donc oui. À main levée comme on dit. L'exigence de la traçabilité ne s'impose pas encore, mais sauf qu'au fur et à mesure que l'activité va grandir, que l'artiste aussi, ou bien les artistes du label vont prendre de l'ampleur, on va se retrouver donc à dealer des choses beaucoup plus importantes, à travailler avec des partenaires plus importants, et qui dit plus important dit plus exigeants, des gens qui ont une charte assez stricte sur le domaine de la fiscalité par exemple, qui ne veulent travailler qu'avec des entreprises sérieuses. Et à ce moment-là, on se rappelle que un label de musique, c'est une entreprise tout court qui doit fonctionner comme le mec qui a lancé son entreprise pour fabriquer des jus ou alors pour vendre des produits importés. Donc voilà, c'est exactement pareil. Bien entendu, c'est d'abord une entreprise. La seule différence qu'elle a avec les autres entreprises, c'est son secteur d'activité. Exactement. Parce que justement, on devrait pouvoir, même déjà pour la crédibilité de l'entreprise, elle devrait pouvoir retracer toutes les opérations. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas exactement combien ils gagnent, parce qu'ils n'ont pas un système comptable qui permet de retracer toutes les opérations par lesquelles l'argent entre, circule et sort d'une entreprise. Demain, quand vous voulez dire à un partenaire, donnez-moi de l'argent pour que j'organise un événement au Cameroun, j'ai déjà organisé tel événement, je suis sérieux, on vous demande de produire des justificatifs. Les photos à elles ne suffisent pas. Est-ce que vous êtes capable de gérer... Il faut des livrets comptables. Est-ce que vous pouvez gérer 100 millions de francs CFA? Est-ce que vous pouvez gérer 500 millions de francs CFA? Qu'est-ce qui donne la garantie à l'investisseur que vous êtes capable de gérer une telle somme? Avez-vous déjà géré par le passé? Est-ce qu'on peut avoir une trace de vos livres comptables? Est-ce qu'on peut avoir une trace des différents... Et lorsqu'on se rend compte qu'à l'examen, vous êtes quelqu'un qui fonctionne de manière, on peut dire, archaïque, on comprend que vous n'êtes pas crédible. C'est pas pour rien que, sans faire de publicité, certaines grandes maisons de production ici au Cameroun sont assez structurées. C'est parce qu'en réalité,
elles ont compris que c'est un gage de crédibilité. On n'est pas structuré seulement pour l'État, on est structuré d'abord pour soi-même. On doit pouvoir déterminer quand on est entrepreneur, voici ce que je gagne. Voici est-ce que mon chiffre d'affaires évolue. Et vous savez, il y a ce piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent. Ils confondent en fait le chiffre d'affaires et le bénéfice. Quand on n'a pas pris la peine d'avoir une comptabilité ordonnée qui permet de savoir voici ce qu'on a fait comme chiffre d'affaires, voici la marge bénéficiaire, on tombe forcément, on croit que l'activité évolue et on est surpris quand on fait faillite un matin. Vous voyez, beaucoup d'entrepreneurs se lancent, évoluent au fil des années. Quand on a une réunion, on prend de l'argent dans la caisse. Quand on veut faire un voyage, on prend de l'argent dans la caisse. On peut se retrouver dans un restaurant en train de manger, en train de boire, dans un snack avec des amis. On appelle la caissière, on lui dit de faire un dépôt, de venir avec de l'argent. Et on confond en fait sa poche personnelle à la poche de l'entreprise, qui est une personne morale distincte de son fondateur ou de celui qui la dirige. Beaucoup de chefs d'entreprise, en réalité, ne sont pas suffisamment rigoureux envers eux-mêmes, envers l'entreprise. Et vous savez, quand le chef ouvre la porte à des abus, ouvre la porte à des négligences, prend certaines libertés, ça va de soi que ses notables, ses disciples feront pareil. Et dites-vous bien que quand un chef d'entreprise prenons une image, si un chef d'entreprise prend un morceau, un doigt de banane, ses employés prendront peut-être un régime. Belle formule, et c'est très important ce que tu as dit tout à l'heure concernant l'autodiscipline pour un entrepreneur, pour une entreprise. Pas seulement parce qu'on a peur que l'État vienne nous contrôler, mais parce que c'est lié à la survie même de l'activité ou alors du projet entrepreneurial qu'on a lancé. Tu parlais justement de cette exigence-là. Lorsqu'on va postuler pour solliciter des financements, soit auprès des sponsors, soit auprès des investisseurs, parce qu'à un moment donné de la vie de l'entreprise, vous pouvez avoir besoin de nouveaux investisseurs qui vont apporter un nouveau souffle dans votre projet entrepreneurial. Et à ce moment-là, pour qu'un mec mette ses 5 francs, il veut voir si tu es capable de gérer. Voilà, comment est-ce que tu veux financer un projet à hauteur de 200 millions si tu n'as jamais géré même 10 millions? Et pour qu'on sache que tu es capable de faire ça, il faut que tu prouves que tu l'as déjà fait par le passé. Un rapport d'activité. Il faut un rapport d'activité, quelque chose de bien détaillé, de tracé, où on voit qu'il y a une discipline automatique qui est déjà instaurée au sein de l'entreprise. Et c'est ce qui fait le plus défaut au quotidien dans nos entreprises. Parce que la plupart du temps, la raison pour laquelle on met une entreprise sur pied, au départ, c'est d'abord lié à la survie de la personne, la survie de l'entrepreneur, la personne qui initie le projet, qui crée un label de musique. Il s'est dit, voilà, moi j'ai un pote qui a lancé un artiste et l'artiste, dès son premier single, a réussi du premier coup. Ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Il a voyagé dans le monde entier avec l'artiste. Il y a des royalties qui sortent de toutes parts, les cachets de concerts qui viennent de partout, les revenus publicitaires, les contrats avec les marques. Ça tombe comme des gouttes de pluie. Et lui, il s'est dit aussi, voilà, je pense que si je fais pareil, ça va marcher. Bien Sauf sûr. Qu'il ne connaît pas les problèmes de ce milieu. Il n'est préparé à rien du tout. Et peut-être même que tu auras la chance que ton artiste connaisse le succès aussi dès le premier coup. Mais comment tu géreras la suite? Ou alors, pire encore, quand tu vas lancer ton projet avec ton artiste et que ça va prendre un single, 2 singles, un album. Donc 1 an, 2 ans avant de décoller, tu vas te retrouver complètement perdu, en fait. C'est pour ça qu'on parle de la vision. Vous savez, certaines personnes sont devenues folles juste parce qu'elles ont gagné de l'argent. Vraiment, il y a des gens qui se levaient un matin, ils ne cherchaient que 100 000 francs. Ils cherchaient juste de quoi manger, boire. Exactement. Pouvoir avoir un petit endroit où envoyer un peu d'argent à sa mère le week-end. Et le matin, comme ça, quelqu'un se retrouve à devoir gérer des sommes astronomiques, comme 50 millions, 100 millions. À ce moment, on devient parano. On se dit, tous ceux qui viennent vers nous n'en veulent qu'à notre argent. Exact. On commence à se dire, je sais ce que je fais, je maîtrise. Et à ce moment, on ne respecte plus les principes de gestion. Parce que vous savez, ce qui fait l'âme de la suivi d'une entreprise, c'est d'abord la gestion. C'est la gestion. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est disponible? Parce que les entreprises qui ne disposent pas d'un plan de réinvestissement des capitaux dans la compagnie sont condamnées soit à stagner sur place, soit à chuter. On ne peut pas être une entreprise et on a une entrée subite de 5 millions, mais on n'a pas un plan.
qu'on se dit, bon, forcément, même si on dépense tout cet argent aujourd'hui, on en aura forcément un autre après. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises ne tiennent pas leur succès sur le long terme. Parce qu'en réalité, vous savez, aujourd'hui, par exemple, vous prenez un petit local. Je vais prendre une image pour que monsieur tout le monde nous comprenne. Vous avez pris un local de 2 pièces aujourd'hui et avec les moyens limités que vous aviez au départ, vous aviez juste un peu aménagé l'accueil, un petit bureau. Mais demain, vous avez de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez 2 millions qui entrent, que faites-vous de cet argent? Vous ne pouvez pas prendre tous ces 2 millions et les manger. Il faut vous dire, bon, j'ai une équipe qui m'accompagne. Je peux quand même réserver, mettre de côté 3 mois de salaire de l'équipe. Au moins, je sais que je maintiendrai pendant assez longtemps la disponibilité, la motivation du personnel. Je peux dire, j'ai le loyer quand même. Aujourd'hui, peut-être j'ai payé 1 an de loyer, mais il faut quand même que je commence à garder 2, voire 3 mois de loyer pour la prochaine année. Et de ce point de vue, vous gardez un peu le loyer du bailleur de côté. Vous vous dites, bon, généralement, en 1 mois, surtout si vous tenez une comptabilité régulière, on dépense en taxi, en photocopie, en coup de fil, en connexion. Telle somme, j'essaye de mettre quand même ça pour 3 mois de côté. Ainsi de suite. Ce sont les beaux jours. C'est pendant les beaux jours qu'on prépare les mauvais jours. En réalité, et le problème, c'est que sur le terrain, beaucoup d'entrepreneurs oublient les jours difficiles, les beaux jours. Ils se disent, j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est aussi mon heure. Que l'autre va venir demain. Mais pourquoi tel autre entrepreneur a une voiture et moi je n'ai pas la même? Moi, je suis arrivé l'autre jour dans ma petite voiture et pendant que j'ai vu telle autre sortir dans une Fortuner, dans une RAV4, c'est impossible. Je dois aussi aller manger dans des restaurants où le plat coûte 15-20 000. Et du coup, lorsque les équipes, les ressources humaines commencent à se plaindre de leur mauvais traitement, il a le sentiment que c'est eux le problème. Et il commence à dire, ce sont des gens ingrats, voici tel, je l'ai souvent amené dans tel restaurant, je l'ai fait rencontrer tel grand artiste, je l'ai fait rencontrer tel grand producteur. Que je t'ai recruté, tu n'étais rien. Je t'ai recruté, tu n'étais rien, tu marchais au quartier. Aujourd'hui, maintenant, c'est toi qui commence à me faire le moins de reproches. Est-ce que tu penses que ça va? Parce qu'on se dit toujours non, on est au Cameroun, même si c'est dur, les gens ont fait, oh, pourtant, des gens aussi ont un projet. Demandez à un entrepreneur sérieux, qu'est-ce que tu as prévu comme plan de carrière pour ceux qui t'accompagnent? Voici par exemple quelqu'un qui est avec toi tous les jours, qui t'accompagne dans tous tes concerts. Qu'est-ce que tu as prévu pour lui dans 2, 3, 4, 5, 10 ans? Pourquoi cette question est fondamentale? Parce que le petit aujourd'hui qui arrête ton sac a aussi un plan pour sa vie. C'est vrai. Il veut se marier, il veut avoir des enfants, il rêve aussi de construire une maison. Il ne va pas le faire toute sa vie. Si tu veux qu'il te suive pendant 20 ans, il faut aussi que le projet intègre l'homme qu'il sera dans 20 ans. Est-ce que dans 20 ans, où il se le voit, dans sa propre maison, est-ce qu'aujourd'hui tu as un plan qui permette que dans 20 ans, il ait cette maison? Si c'est oui, il pourra rester avec toi. Surtout que ce que les gens ignorent, et je suis content très souvent d'entendre des aînés qui le disent, c'est pas moi seulement qui le dis, j'ai suivi beaucoup d'aînés qui vont dans le même sens, c'est que on ne retient pas quelqu'un avec de l'argent uniquement. Il faut un plan. Que la personne déjà adhère à la vision du porteur de projet, à la vision du label. Et il voit la place qu'il a dans la vision du label. Il faut qu'on sache que voici, dans 5 ou 10 ans, voici là où le label veut se situer et voici ce que je serai dans 10 ans. Et c'est à ce projet qu'il adhère et c'est à ce projet qu'il s'engage. Et c'est pourquoi il va vous suivre. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame de jeu, à l'entrée de jeu dans mon intervention, que il faut avoir un plan pour tous ceux qui vous accompagnent. Parce que quand on crée une entreprise, si on va sur la base selon laquelle l'entreprise peut ne pas générer des revenus stables qui permettent de gérer toutes ses charges et de gérer le personnel pendant 3 ans, il faut vous dire, bon, si l'activité ne marche pas pendant 3 ans, comment je gère ceux avec qui je travaille? Comment je gère cet infographe? Comment je gère cette personne qui est chargée de la communication? Comment je gère cette personne qui est chargée des relations publiques? Comment je gère ci? Comment je gère ça? Si vous n'avez pas la réponse à la question, vous comprenez naturellement qu'à leur place aussi, dans 6 mois, dans 1 an ou 2 ans, l'engouement va se relâcher et le projet va mourir, tout simplement. On dit ventre affamé, n'a point d'oreille. On a beau croire un projet, on a beau aimer un artiste, on a beau aimer sa musique, on a beau aimer une maison de production, mais on ne peut pas choisir de mourir, crever la faim pour que cette maison survive si on ne sent pas que devant,
lorsque les tristes jours seront passés, on pourra aussi goûter le miel et le sucre lorsque les beaux jours arriveront. Et c'est bien dit. Parce que très souvent, on collabore avec des gens en leur disant non les gars, maintenant c'est chaud, mais sachez que quand ça va entrer, on va se partager, tout le monde sera bien. Mais sauf qu'au jour où ça rentre, déjà personne n'est au courant. Et quand ça rentre justement, c'est le style de vie qui change, c'est les amis et les fréquentations qui changent. Du coup, on n'a plus du tout la même vision des choses qu'avant. Et tout devient complètement désorganisé. Merci beaucoup, docteur, d'être venu nous partager une part de cette belle connaissance que tu vas aussi partager avec tous ceux qui vont venir à ce forum le 27 novembre 2021. Ça se passe à Bonamoussadi. C'est au Citizen Hotel. Voilà, au Citizen Hotel. Au Citizen Hotel, et je ne serai pas seul, si tu le permets. Il y aura Monsieur Guy Maponjou, qui est le country manager de Happy Event, une agence qui organise les événements. On a aussi Eunice qui est promoteur de la marque Young, qui est le directeur et le promoteur du cabinet FAC Consulting. On a aussi Kafak Michael, qui est le promoteur et l'associé gérant du cabinet AgroInvest Consulting, qui va nous parler des opportunités et des obstacles de l'investissement dans l'agro-pastoral. Donc, il y aura d'abord cette table ronde de 2 heures. Ensuite, on aura dans 2 heures de présentation. Chaque entrepreneur devra présenter son entreprise aux autres participants. Ils devront donc préparer des pitchs commerciaux qui permettent de dire en quelques mots ce qu'est l'entreprise pendant 2 heures. Et après, on aura dans cette phase de partage d'expérience où des entrepreneurs classés dans les secteurs d'activité plus ou moins proches vont discuter des difficultés propres à leur entreprise, de pouvoir apprendre d'autres entrepreneurs sur les recettes grâce auxquelles ils ont pu les surmonter. On prendra une pause et au retour de la pause, c'est 4 heures de B2B essentiellement. C'est l'occasion pour chacun d'aller. Les participants recevront quelques jours avant l'événement la liste des autres participants et chacun pourra sélectionner 8 voire 10 entreprises avec lesquelles il aimerait échanger pendant l'événement. Mais on ne pourra pas échanger avec tout le monde. Chacun pourra avoir à la fin la liste de tous les participants, voilà, pour pouvoir les continuer. Parce que c'est aussi ça le problème, le carnet d'adresse. C'est vrai. Dans le milieu artistique aussi, si on veut lancer un artiste, il faudrait qu'on sache, qu'on connaisse des animateurs radio, qu'on connaisse d'autres producteurs, des organisateurs de spectacles, des gens qui dirigent peut-être des boîtes de nuit où l'article se produit en concert. Il faut connaître des bookers, des directeurs de festivals, des blogueurs, exactement, des plateformes, ceux qui ont des plateformes de téléchargement en ligne, des plateformes de streaming. C'est tout un univers, il faut connaître du monde. Bref, il faut être attaché à son écosystème et comprendre comment il fonctionne, et c'est forcément en ayant les contacts de ces gens qu'on peut s'en sortir. Donc justement, parlant de contacts, quels sont les numéros qu'il faut appeler pour avoir toutes les infos là-dessus? Oui, pour ceux qui veulent avoir les infos, ils peuvent contacter le 6 96 70 33 91 ou le 6 96 60 77 36 ou encore le 6 96 22 26 76 ou tout simplement taper LAF Consulting Salle sur Google. Vous serez redirigé vers la page Facebook ou le compte Twitter ou la page LinkedIn ou encore même le site internet du cabinet, et là vous aurez toutes les infos concernant le forum. Ça se tient samedi de la semaine prochaine, le 27 novembre 2021, au Citizen Hotel qui est situé derrière la pharmacie Koto à Bonamoussadi. Merci docteur Melvin Boakwetso qui est venu nous parler donc de management aujourd'hui. C'était un consultant dans le domaine et c'est avec plaisir qu'on t'a reçu. On se retrouve donc ce jour-là, ce 27 novembre, pour continuer la discussion autour de ce sujet très important. On est dans une société, dans un pays où plus de la moitié des jeunes qui sont à l'école, au bout d'un moment, aspirent à devenir entrepreneurs. Qui dit entrepreneur, au-delà de l'idée qu'on porte, de la solution qu'on veut apporter aux problèmes face auxquels on est confronté en société, eh bien, c'est de pouvoir gérer. Donc, c'est d'appeler la science du management pour pouvoir ne pas se retrouver dans les mêmes travers que les autres. Encore merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour le cabinet LAF Consulting Salle. On reviendra à chaque fois que ce sera nécessaire pour essayer de contribuer à la construction d'une génération d'entrepreneurs avertis pour éviter que ce triste tableau ne continue, qu'on ait pu avoir des gens qui créent des entreprises pour créer, mais qu'on accompagne des gens pour qu'ils créent des entreprises qui vont perdurer. Le Bonaz, chaque jour, de lundi à vendredi, de 13h à 15h. Bonaz et toute sa team sur Suite FM 88.7 FM.